Dessin après dessin, album après album, il nous offre une vision du monde à la fois décalée mais très percutante, faisant mouche à chaque fois. Ces personnages, tout en longueur, affublés d'un nez que n'aurait pas renié Cyrano, sont plongés dans un quotidien qui pourrait être le nôtre si nous disions tout haut ce que nous pensons tout bas. Ironie, légèreté, tendresse, poésie aussi. On connaît sa marque de fabrique, son regard sur ses contemporains, mais lui, on ne le connaît pas. Alors, découvrez dans cette émission l'un des dessinateurs les plus doués de sa génération, également champion de France de boomerang, s'il vous plaît, Vooch, bonjour. Ça pose son nom, hein, champion de France de boomerang. À tout de oui suite, et non, oui et non. Ah Parce bon que les gens se méfient, ils disent voilà, qu'est-ce que c'est que cette compétition encore fumeuse. Non, c'est pas aussi impressionnant que j'aurais souhaité. Alors moi, j'avoue qu'en préparant l'émission, c'est un aspect qui m'a passionnée, parce qu'évidemment, j'y connaissais à peu près rien au boomerang, comme j'imagine une bonne majorité des Français. Je vous propose qu'on en parle dans une deuxième partie de l'émission, qu'on s'intéresse d'abord à ce pourquoi on vous connaît, c'est-à-dire vos dessins qu'on a vus dans différents supports de presse écrite, très identifiables par leurs couleurs déjà. Je ne sais pas si je devrais commencer par là, mais bon. En tout cas, il y a des tonalités de couleurs bien particulières, par ces personnages très longs, ces plafonds très très hauts, et puis évidemment par le côté percutant des dessins. On parlera aussi de votre passé de publicitaire et du sens de la formule qui vous vient peut-être de là. Mais commençons par les dessins. Et sorti récemment un album, Vooch, Les mystérieuses alchimies de l'amour. Avant qu'on regarde une série de dessins, est-ce qu'on peut peut-être déjà expliquer d'où vous vient cette passion? À quel âge vous avez commencé à gribouiller? Et à quel moment les gribouillis sont devenus des dessins vraiment? Alors là, ça va aller très vite parce que tous les dessinateurs disent absolument la même chose. Ah bon? Oui, dans le monde entier. C'est-à-dire, la première question qu'on leur pose, c'est depuis quand vous dessinez? Et ils répondent tous invariablement à l'école. Je dessinais mon prof, je dessinais mes copains, etc. Mais c'était ça aussi? C'est vrai. C'était ça aussi, d'accord. Et c'est vrai, oui. Et à quel moment on se dit que ces petits dessins sympathiques qui devaient être, j'imagine, assez réussis rapidement, à quel moment on se dit quand même c'est pas mal, et les gens vous disent mais attends c'est pas mal, il faudrait peut-être en faire quelque chose, enfin, comment ça se passe? Moi j'ai mis beaucoup de temps, hein. Ah oui? J'ai mis beaucoup de temps parce que j'ai démarré, j'étais un très très vieux débutant dans le dessin. Donc j'ai fait toute une boucle comme ça, puis à un moment de ma vie je me suis dit bon... faut tenter le coup. En fait, j'ai fait le truc en négatif. Je me suis pas dit il faut tenter le coup et réussir. Je me dis il faut tenter le coup et éventuellement le rater, mais la tentative vaut pour elle-même, quoi. Ne pas regretter en tout cas. Voilà. Et donc je suis parti en me disant ça va rater, mais au moins j'aurais essayé. Et puis voilà. Oui, parce que vous étiez quand même directeur artistique dans la pub, Oui. créatif, c'est quand même des métiers qu'on sait qui sont bien payés. Il faut quand même faire le saut. Même si on a des réserves de côté, il faut quand même faire le saut de se dire est-ce que je peux vivre de ma plume, de mes pinceaux, non? C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une série d'accidents, voilà, le destin, tout Quand ça. vous êtes fait virer, non? Oui, bien sûr, je me suis fait virer, bien sûr. D'accord. Bien sûr, je connais ça. Ça m'a permis d'ailleurs de faire des très beaux dessins sur les gens qui sont licenciés. Non. Mais en fait, la pub, ce que je veux dire, c'est que la pub, c'était pas mon vrai biotope. Et ça, je l'ai découvert assez rapidement. Passer l'émerveillement de la découverte de ce métier, qui est quand même un métier extraordinaire, parce qu'on gagne sa vie en vendant ses idées, hein, en trouvant des idées. Donc ça me plaisait bien, mais tout l'environnement, ça m'allait pas du tout. Donc je savais que de toute façon, j'avais pas d'avenir. Je n'étais pas adapté à cet environnement. J'avais des lacunes qui faisaient que ça pouvait pas marcher. Et donc je suis resté là en attendant. Puis effectivement, à un moment donné, il y a eu l'accident de parcours qui a été très heureux pour moi parce que ça m'a permis de me réorienter vers un truc qui me tentait depuis longtemps. Alors, pour que les gens qui nous regardent se remémorent bien quels sont vos dessins, je vous propose qu'on regarde une première série issue de cet album paru aux éditions du Cherche-Midi, Les mystérieuses alchimies de l'amour. Vous allez voir, vous allez reconnaître tout de suite. Premier dessin que je vous propose de regarder, c'est... attendez, il y a mes petits post-it orange. Je vous le montre à vous parce que, comme vous n'avez pas le retour, ça se passe donc dans un restaurant dans des couleurs plutôt marron, jaune. Et... Donc c'est un couple qui a un certain âge. Ils ont toujours un certain âge quand même, vos couples, on en reparlera. Vraiment, Chloé, votre réaction me surprend beaucoup. D'après maman, je suis l'homme idéal. Voilà, le style de dessin, des plafonds hauts, un couple, un vieux couple a priori, enfin un vieux couple, en tout cas ils ne sont pas tout jeunes. Est-ce qu'on a tout Vooch dans ce dessin-là?
Oh non, on ne peut pas avoir tout dans un dessin, mais enfin, on a des ingrédients, oui, qui sont... parce que je m'attache à faire des choses qui soient assez cohérentes au niveau style, en tout cas. Mhm. Donc oui, on a des éléments, mais... Alors, on va parler de la deuxième question que doivent vous poser tous les journalistes, comme ça c'est éclusé, après on peut passer à autre chose, mais c'est quand même très intéressant pour nous. On ne sait jamais trop bien, surtout quand on est... Vous savez que mes dessins à moi n'ont pas bougé depuis l'âge de 3 ans, vous voyez un peu le talent que je peux avoir à ce niveau-là, c'est-à-dire 0. On se demande toujours comment vous procédez, est-ce que c'est la réplique qui vous vient en premier? Oui, toujours. C'est l'idée. Toujours. C'est le texte qui vient en premier. Toujours, c'est l'idée. Enfin, c'est pas le texte. C'est le concept. Le texte, il véhicule une partie de l'idée et le dessin en porte une autre. Donc, mais c'est le texte qui porte la plus grosse partie de l'idée quand même. Et moi, je commence toujours par l'idée. C'est-à-dire que, bon, je sais aussi qu'on m'a posé la question dans les signatures, comme ça, quand j'ai pu rencontrer un tout petit peu mon public. Et les gens s'imaginent qu'en fait, on dessine des choses. Alors, on se dit, tiens, on se lève un matin en disant, tiens, je vais dessiner un corbeau sur un champ labouré. Et puis après, qu'on se creuse la tête pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dire, etc. Mais ça, moi, je ne travaille pas du tout, en tout cas, comme ça. Moi, je pars d'une idée. Et après, les moyens visuels viennent dans un deuxième temps pour voir comment je peux enrichir mon idée, comment je peux l'expliquer, comment je peux la rendre claire, etc. D'accord. Donc moi, je pars toujours de l'idée. Alors, par exemple, deuxième dessin, il y a beaucoup de dessins qui se passent dans des restaurants. Je vous aime presque autant que moi-même, Caroline, et croyez-moi, c'est énorme, ce qui en dit beaucoup sur l'ego du type. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, sur ce dessin-là, comment vous est venue l'idée, puisque tout part de l'idée du concept, avant de partir du visuel. Est-ce que vous vous souvenez de la genèse de ce dessin? Oui, je crois me souvenir que ce dessin, en fait, je l'ai fait pour Psychologie Magazine, et à l'époque, j'illustrais leur dossier. Donc il y avait un dossier à thème. Alors j'ai renoncé à ça maintenant. Il y a un thème. Je le fais plus. Mais là, j'avais un thème de travail, qui devait être quelque chose comme Lego. Ça devait tourner autour de Lego, puisqu'ils ont acheté ce dessin comme illustration de leur dossier. Donc voilà, donc celui-là, je l'ai trouvé un peu à la commande. Je peux travailler à la commande, mais sur des trucs un petit peu larges. J'ai pas envie de travailler sur des trucs très précis. Il ne faut pas que la création soit bridée non plus, quand même. Mais je veux pas travailler sur des trucs qui réduisent. J'essaie que mes dessins aient une certaine pérennité, donc si c'est des thèmes... Mais Psychologie me propose toujours des thèmes assez larges. Et comment se fait le choix des couleurs? Parce que tout à l'heure, on avait un premier dessin qui était dans les tons jaunes. Ça parlait d'amour, déjà. Enfin, d'amour. J'en sais trop rien, d'ailleurs. Là, d'un seul coup, on parle toujours d'amour, a priori, en tout cas d'amour de soi. On est dans une ville, c'est très urbain, il y a des tons bleus, des poteaux rouges. Comment... moi, ce qui m'a toujours attiré en premier chez vous, c'est la couleur. Comment vous procédez sur le choix des couleurs? Il y a une vraie réflexion? La première question que je me pose quand j'ai une idée que je trouve satisfaisante et que j'ai l'intention de transformer en dessin, c'est quelle est l'ambiance colorée spontanément, comme ça. C'est-à-dire que moi, je fais des toutes petites taches de couleurs, mais vraiment comme des timbres-poste, juste pour avoir une ambiance colorée. Alors, il y a des fois où l'idée génère déjà une ambiance colorée. D'accord. Hein, ça arrive, quoi, voilà. Mais il y a des fois où, en fait, l'idée pourrait s'accommoder de n'importe quelle lumière, n'importe quel décor. Ça veut dire que, est-ce que pour vous, les couleurs ont un code symbolique? Est-ce que, par exemple, ce restaurant jaune de tout à l'heure, c'est quoi? Oui, il y a un côté glauque. Voilà. Je voulais qu'il y ait un côté glauque, un peu. Verdâtre, un côté jaune. vieux, un côté vieux, Ranci. un côté, voilà, puisque visiblement c'est un vieux garçon qui parle. Ouais. Je voulais qu'il y ait ce côté vieillot. Déjà avant de comprendre ce que font les personnages, qui disent, qui y sont, déjà le décor, il est déjà une influence. Oui, parce que là, sur le deuxième dessin restaurant, donc on est dans une ville, c'est très froid, c'est bleu, c'est bleu, vert, c'est glaciaire. C'est plus moderne, c'est effectivement, c'est froid, oui, c'est un décor froid. Ouais. C'est un look assez contemporain, le stylisme de tout ça. Donc ça m'a plu par rapport au discours du... Que l'explosion de l'ego appartient à notre époque? Oui, en tout cas, j'ai voulu la situer dans une certaine modernité, oui. Alors, on est d'accord, c'est que c'est un album sur les mystérieuses alchimies de l'amour, donc on va continuer un peu sur le thème et on déclinera comme ça quelques dessins au fur et à mesure de l'émission. Un dessin en noir et blanc, je crois que c'était bien la première fois que je voyais un dessin de vous en noir et blanc. Toujours un couple, toujours d'un certain âge, toujours cet air pincé. Ils sont pas très sympathiques, c'est vrai, en général, ils sont assez étriqués, je dirais, quand on les voit, toujours très maigres et très pincés. Et là, il y a l'homme qui, en tenant une femme par les épaules, lui dit: une pension alimentaire, vous ne perdez pas de temps, Agnès, je vous ai seulement embrassé 2 fois, dont une dans le cou. Alors, je ne sais pas si c'était une commande là ou pas. Non, pas du tout. Là, cette fois-ci, voilà. Sur un thème libre comme ça, alors la jeunesse de ce dessin, c'est quoi? Je note des trucs qui me passent par la tête, voilà, je mets ça sur des petits bouts de papier, puis un jour je vais farfouiller là-dedans, je retrouve
Voilà, c'est des déclics. Et pourquoi en noir et blanc celui-là? Alors là, le noir et blanc, ça c'est autre chose. C'est parce que j'ai fait une tentative, en fait, à une époque, il y a déjà plusieurs années. Je faisais des dessins en noir et blanc. Et c'était très intéressant d'ailleurs, je faisais la couleur sur ordinateur. Je faisais une sorte de couleur sur ordinateur. Donc il y avait toute une manipulation pour transformer ce dessin au départ en noir et blanc et en couleur. Finalement, je n'ai pas trouvé ça très concluant. Mais ça m'a appris des choses sur la construction de la couleur de façon totalement virtuelle. Parce que moi, je ne travaille pas virtuel, je travaille avec de la gouache. Oui, parce qu'on comprenne quelque chose, on ne connaît pas bien, nous, le métier, votre métier d'illustrateur, notamment quand c'est dans la presse. C'est-à-dire que vous envoyez vos dessins, vous les apportez physiquement, le dessin arrive avec de la gouache sur le bureau, par exemple, de Psychologie Magazine, ou vous les envoyez par ordinateur et tout est fait par ordinateur. Alors, ça a changé dans ma très très courte carrière, qui n'est même pas 15 ans. Ça a changé en cours de route, ça va tellement vite. Alors au début, j'apportais moi-même en scooter les dessins à la rédaction. Alors quand il pleuvait, j'étais trempé, alors je faisais gaffe, parce que la gouache, ça marche à l'eau. Voilà, ça c'était au début. Et puis maintenant, de plus en plus, ça se passe par des envois de scans, en fait, qui sont des fichiers. Les dessins deviennent des fichiers, on envoie les fichiers. Et puis le journal arrive à les ouvrir, à les lire, à les imprimer sans aucun problème. C'est un peu moins poétique, un peu moins... Oui, voilà. Y a moins de problèmes de transport aussi, parce que j'ai eu des dessins qui se sont perdus, j'ai eu des dessins dans lesquels les coursiers avaient mis des, On doit se sentir orphelin, des tendeurs. Quand c'est comme ça. Un dessin gâché, perdu. Orphelin dans un deuxième temps, j'étais d'abord très en colère. Oui. Je n'étais pas très content. Mais on sait, les auteurs qui ont perdu des manuscrits, c'est aussi du travail. C'est terrible, c'est des traumatismes dont certains ont du mal à se remettre. Hein. Ouais. Même si, bon, il y a moins de travail sur un dessin que sur un manuscrit entier. Vous mettez combien de temps pour un dessin, grosso modo? On imagine quelques heures, quand même. Quelques heures? Ouais, je sais pas, j'imagine une journée pour un dessin, non? Ah, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus que ça? Oui, parce que la gouache, c'est long. Parce qu'il faut monter les fonds en premier, puis après, on pose les trucs au fur et à mesure. Et donc, chaque retour en arrière peut être extrêmement catastrophique, hein, si on se trompe. D'accord. Hein, s'il faut refaire un fond qui porte un personnage, si on faut refaire tout le fond, en général, on ne peut pas refaire le fond sans repeindre le personnage. Donc on repart en arrière. Je sais pas, donc c'est un peu compliqué. La couverture, là, est dans les couleurs parme, rose, un petit peu orangé. Par exemple, juste pour, je vous avais dit, je n'y connais rien en illustration. Combien de temps? Pareil que les autres, ça c'est un dessin qui est de 4-5 jours. 4-5 jours. On ne se rend pas du tout compte. Hein. Non. Et encore, on n'a pas compté, j'imagine, le fait de trouver le concept. Ah oui, alors que c'est 4-5 jours, une fois qu'on a trouvé, une fois qu'on a l'idée avec... voilà, c'est juste l'encapsulage. Ah ça, l'encapsulage, vous dites, ce vocabulaire. Oui, c'est magnifique. Ça veut dire quoi l'encapsulage? Rien, ça veut rien dire. C'est juste la fabrication, c'est-à-dire qu'on essaie de... On a l'idée, puis après, il faut la faire vivre. Il faut la présenter de façon à ce qu'elle soit compréhensible et acceptable. Comment vous expliquez ce choix de décor que vous avez fait? J'imagine que vous avez affiné votre signature au fur et à mesure. C'est haut plafond, il y a toujours des perspectives incroyables. Ça signifie quoi chez vous? Il y a une réponse bête. C'est pas grave, elle m'intéresse. Oui, non, mais il y a une réponse très très bête. Alors d'abord, les hauts plafonds, je me suis aperçu qu'en fait, ça gênait pas de mettre quand il y avait un décalage. Ça, c'est un truc que j'ai pompé à mon collègue Sampé. Mon collègue auquel on vous compare d'ailleurs souvent. Mon modèle, oui. Enfin, je veux dire, ça doit faire plaisir qu'on vous compare à Sampé. Oui, ça me fait plaisir, bien sûr. Je ne sais pas si lui, ça lui fait plaisir, mais enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Donc, je connais bien le travail de Sampé, que j'ai toujours admiré. Et il y a déjà un rapport qui peut être très intéressant sur le plan de l'humour, entre le décalage entre le personnage et son décor. Bon, il y a ça. Mais alors après, il y a une raison bête, qui est que quand un journal vous dit « je vous propose une pleine page », un journal, c'est un certain format. Il faut la remplir. Ben oui. Ben oui, au bout d'un moment, il y a un problème. Parce que si je fais des plafonds bas, qu'est-ce qui va se passer au-dessus alors? Qu'est-ce qui va se passer au-dessus? Qu'est-ce qui va se passer en dessous? J'étais obligé de faire des mètres et des mètres de moquettes, par exemple, ce qui n'a aucun intérêt. Donc l'idée, c'est plutôt, comme c'est pas intéressant de rallonger ni le plafond ni le sol, c'est beaucoup plus simple de rallonger les murs. Voilà. Donc le format des journaux, en fait, il est... influence la création. Voilà, il a une influence. Oui. C'est drôle d'entrer dans la création, l'atelier de l'artiste, comme on dit, on pense qu'il y a des fois qu'il y a des vraies significations symboliques, ça veut dire ça, ça veut dire ça, non, c'est juste que le canard, il est à ce format-là. Ben oui. Il aurait été plus grand, mes plafonds seraient encore plus hauts, plus petits. Aujourd'hui, c'est devenu une signature quand même. Non, vous considérez pas comme ça? Oui, ça probablement, et ça et d'autres choses, oui. Je disais tout à l'heure, c'est souvent des couples assez âgés ou des gens assez pincés. Il n'y a jamais d'enfants, enfin moi j'en ai jamais vu en tout cas. Si. Ah, il y en a. C'est-à-dire que là vous avez un recueil thématique, donc il n'y a pas d'enfants dans ce recueil, pas plus qu'il y en avait dans le précédent. Mais si, j'ai un certain nombre de dessins. Quand même des enfants, ah bon d'accord. Ah oui, oui.
Je me suis dit, tiens, et quels sont les thèmes qui vous... alors là, on a un recueil sur l'amour, on parlera dans quelques minutes du monde merveilleux de l'entreprise. On comprend bien ce qu'il y a sous le mot merveilleux, évidemment. Comment vous allez chercher vos thèmes comme ça le prochain album, donc l'amour c'est fait, l'entreprise c'est fait, ça pourrait être quoi? On va avoir un truc, un sac assez large qui va tourner autour de la vie quotidienne, un truc assez large. C'est-à-dire, bon, alors là, ça peut être plein de choses. Mais en fait, ces recueils thématiques, je reprends mes dessins et ils regroupent en fait les dessins que j'ai faits au cours des 10 dernières années à peu près sur un thème. D'ailleurs, on retrouve, moi j'ai 3 albums là sur les genoux, le pire n'est même pas certain, il y a certains dessins qui se recoupent avec les albums thématiques. Oui, forcément. Quand vous entendez, je ne sais pas si on peut dire la critique, mais les observateurs dire de vos personnages, c'est assez cynique souvent, vous êtes d'accord avec cette étiquette, en tout cas si ce n'est une accusation de cynisme de vos personnages? C'est inclus dans l'humour, ça. Donc oui, vous la... Pour moi, l'humour, il est naturellement cynique. Donc tout ça, ça fait partie de mon métier, en fait, de ce que j'essaie de faire. Et alors, excusez-moi, c'est une question qui vous paraîtra bête, mais bon, c'est une question... Mais oui, que voulez-vous? L'histoire des grands nez, ça c'est assez étonnant. Pourquoi un grand nez? Alors d'abord, c'est venu tout seul. Deuxièmement, on est obligé dans un monde où il y a quand même j'ai plein de collègues et concurrents en fait, mais enfin plus collègues que concurrents. On est obligé de trouver une identité pour ces personnages. Bien sûr, oui. Donc il fallait bien que je trouve quelque chose que les autres faisaient pas tout à fait ou faisaient pas comme moi. Et puis le troisième truc qui est le plus marrant de tous, c'est comment l'outil avec lequel on travaille finit par prendre sa part naturellement dans le résultat final. Et comme moi je travaille au pinceau, et ben en fait les nez j'ai commencé à les faire rondouillards, et puis et alors en quelques années, ça s'est passé assez rapidement, en quelques années ils ont même rétréci. En fait. Ah bon, d'accord. Ils sont partis ronds, ils ont grandi comme ça, parce qu'en fait c'est très facile avec un pinceau. On appuie un petit peu sur le pinceau, on le tire un tout petit peu et le nez grandit. Voilà. Donc c'est toute l'histoire de l'outil et du graphisme en fait, c'est ça. Et l'influence que l'outil a à un moment donné sur la façon dont les choses évoluent. Et alors ces nez ont grandi. À un moment donné, je me suis même dit ils sont trop grands. Donc je les ai remis un petit peu. Alors, je voudrais qu'on regarde un autre album, Le monde merveilleux de l'entreprise. Voilà, on va rentrer. Donc là, on est beaucoup avec des hommes d'affaires. Ils ont tous le même nez, hein. Ils ont tous à peu près le même physique. Après, ça va être les cheveux qui vont changer, les lunettes ou pas. Et premier dessin. C'est un dessin sur la réunionite, évidemment. Personne ne sortira de cette pièce avant que nous ayons pu répondre à ces 2 questions. A. Qui a organisé cette réunion? B. Dans quel but? Je pense que toute entreprise pourrait l'afficher, faire un poster. Mais ça se fait, en fait. Ah bon? Oui, ça se fait. Ça se fait. On m'a dit qu'il y en avait certains... on avait fait des photocopies de ce dessin pour les mettre à côté de la photocopieuse. Des photocopies? Bon, c'est pas, il vaut mieux aller les acheter, puisqu'on peut les acquérir. Oui, enfin, ou découper. Ouais. Enfin, je ne sais pas sous quelle forme, mais voilà, le dessin, je sais qu'il est affiché. Il a beaucoup de succès... ce dessin. Et le choix des couleurs, le vert, là, c'est aussi pour évoquer l'enfermement, justement? Non, alors sur les bureaux, c'est vraiment un problème parce que en fait, les bureaux sont de quelle couleur? Ils sont pas de couleur en général. Il y a pas de. Je suis en train de réfléchir. Les bureaux de KTO, oui, c'est gris, c'est neutre, beige, c'est toujours assez neutre. Oui. Oui. Donc il faut. Alors il y a des neutres, alors il y a des gris, alors il y a des gris chauds, il y a des gris froids. Alors des fois, je me dis tiens, vert comme ça va être un peu étrange. Plus je pense à la façon de décaler mes personnages pour qu'ils soient bien vifs. Là, je me suis dit, ça peut être une salle de réunion un peu glauque et pour une fois, elle aurait une couleur bien marquée. D'accord. Les fauteuils bleus, on a les mêmes à KTO, mais je pense que beaucoup de gens les ont, ces fauteuils-là. Un autre dessin, ça se passe dans un bureau avec ses grandes baies vitrées, vues sur les buildings, et le patron qui dit, on imagine à son assistant ou peut-être un assistant technique, son adjoint, je me contrefiche de savoir si c'est dangereux pour l'humanité Simpson, je veux juste savoir si c'est dangereux pour l'humanité d'ici à mon départ en retraite dans 14 mois, 3 semaines et 5 jours. Exactement. Ça, c'est des choses vécues dans le... Non, c'est une chose que j'ai... Ça sort de l'actualité, ça. C'est une vieille histoire. C'était l'histoire de la vache folle. Et je la fais courte. Hein. C'était l'histoire de la vache folle dont tout le monde se souvient, j'imagine. Et donc, en fait, il y avait un Irlandais qui avait piloté, en fait, un comité de surveillance de je sais pas quoi, mais en fait, il n'avait rien foutu du tout. Il avait même favorisé ses petits copains. On se demande même s'il n'était pas vénal. Et ce qui m'avait frappé, c'est que cet Irlandais qui avait fait tous les dégâts, en fait, c'était lui qui avait vraiment permis à l'Europe entière d'avoir des vaches
On a été obligé d'abattre des troupeaux, enfin tout ça, bref, tout le truc, quoi. Et donc le grand responsable, c'était ce monsieur, et il a présidé cette commission pendant 2-3 ans, et c'était son dernier poste, après il est parti en retraite. Et il n'a jamais été inquiété. Ça m'a beaucoup, beaucoup amusé. C'est-à-dire le mec, il fait sa connerie, et après il se casse, et voilà. Il touche sa retraite, et voilà. Ça vous a amusé, c'est révoltant, mais par le biais de l'humour. Voilà, non, j'ai vraiment repris cette histoire-là et je l'ai un petit peu transposée, mais en fait, c'est la même. Les problèmes d'éthique, de morale. Oui, c'est-à-dire, est-ce que parce qu'on a décidé, parce qu'on est parti en retraite, autrement dit, parce qu'on a arrêté sa vie professionnelle, est-ce qu'on n'est plus redevable de rien d'un seul coup, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on est hors circuit complètement? Je trouve ça bizarre. Alors, pareil, de l'actualité, toujours une salle de réunion dans une entreprise. Pour notre entreprise, cette question soulève à la fois un grave problème éthique et un problème économique. Si personne n'y voit d'objection, passons directement au problème économique. Là encore, une fois de plus, c'est l'éthique qui est zappée. Ça reflète pour vous notre monde actuel où l'éthique, finalement, a du mal à émerger bien sûr. complètement. Surtout la pub, vous qui venez de la pub, c'est quand même pas là que l'éthique étouffe les publicitaires. Quand même. Oui, enfin bon, la pub, si on veut, mais non, mais il y a surtout qu'on oublie qu'une entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent, c'est son but premier. Bien sûr. Alors après, si elle peut faire des choses en plus... C'est pas sale de gagner de l'argent. C'est pas sale, mais ça emmène quand même à faire des choix de temps en temps qui sont pas toujours aussi respectables que ça. Hein. Ça pousse au crime quand même. Hein. Et vous regardez quel souvenir, vous, de ce milieu de la publicité? Vous avez fait des pubs qu'on connaît. Enfin, il y en a une notamment pour un alcool que nous ne pouvons pas citer, mais un alcool noix de coco, on va dire, qui se passe sur une plage célèbre. Et moi, je me souviens très bien de cette pub. Ça se passait sur une plage et on voyait ce vieux pêcheur à qui on demandait fishing today, allez-vous pêcher aujourd'hui? Non, et en fait, il pêchait pas parce que il était en train de boire son alcool. Je pense Tout le monde a oublié. je suis pas sûre. La pub, ça s'oublie complètement. Ça n'a pas je suis pas sûre. Je pense qu'à l'époque où vous étiez en publicité, les publicités passaient beaucoup plus longtemps à la télévision. C'est vrai, c'était une autre époque. Ouais. Et il y avait moins de chaînes et on les regardait. C'est vrai. Et vous gardez, vous, quel souvenir de ce milieu-là, de la publicité? Je n'étais pas adapté en fait à ça parce que moi j'adorais trouver des idées. Ça, le côté on vous explique ce qu'il faut faire et puis après vous essayez de trouver un truc qui résout tous les problèmes en même temps. En général, quand on fait une pub, quand on essaie de concevoir une pub, on essaie de résoudre plusieurs problèmes en même temps. Donc on est même obligé de rebâtir la petite maison sur la plage qui n'était pas exactement comme vous voulez. C'est du décor. Non, mais je parle de la conception. Je parle de la conception. Donc ça, c'est vraiment très excitant. C'est vraiment génial, quoi. Mais alors après, il faut gérer tout l'environnement. Les rapports de force qui peuvent exister et qui sont aggravés, en fait, parce que j'ai encore des copains dans la pub, entre les clients et les agences. C'est-à-dire que dans les années 80, les clients parlaient mal aux agences. Aujourd'hui, ils les traitent comme des chiens. Mais vraiment comme des chiens. Enfin, je veux dire, c'est des rapports sadomaso. Hein. C'est-à-dire, il les humilie. C'est un énorme plaisir pour eux de les humilier. Tous les rapports ont changé. Hein, parce qu'au début... les premières pubs françaises dans les années 60, en fait, c'était l'agence qui expliquait au client ce qu'il fallait faire, qui lui volait son argent tranquillement, ça posait pas de problème, et l'agence tenait vraiment porter la culotte, quoi. Aujourd'hui, c'est complètement le contraire. Ça atteint des... C'est-à-dire que quasiment tous les clients des agences sont des psychopathes. C'est des psychopathes. C'est ça le monde merveilleux de l'entreprise, on parle vous. Non, mais là, je parle de la pub que je connais un petit peu. Oui, en plus, vous y étiez dans les années, ce qu'on a appelé les années fric, les années frime, les années paillettes, les années bling-bling. C'était quand même le grand moment de la pub, le moment où vous y étiez quand même. C'était pas encore sur la pente. Alors, c'était pas le grand moment de la pub en termes de création. Ça, c'est autre chose. Voilà, la grande liberté de création, c'était un petit peu juste avant. Enfin, bon, c'est des choses qui sont un petit peu, des courants qui sont un peu mous. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est pas grave. Je voulais parler de la pub, mais c'est pas plus. C'est un peu ça le monde de la pub aussi. Il y a un petit dessin où on voit un patron avec un de ses employés. C'est quoi? C'est une robe de chambre? Ah non, c'est pas une robe de chambre, c'est un manteau. C'est un manteau. Donc il s'apprête à partir en week-end. Oui, c'est pas une robe de chambre. Il s'apprête à partir en week-end et son patron lui dit: je vous souhaite un très bon week-end, le moineau. Donc on comprend qu'il est vendredi soir. Hein. Ouais. Et je vous dis à demain matin à 8h30. Voilà. C'est un peu l'idée que j'ai du milieu de la pub, moi. C'est pas de répit, non, c'est pas ça? Ah non, il y a des grandes... Non, parce que c'est très élastique. On avait par exemple des trous dans le planning qui faisaient qu'on avait 3 jours où il n'y avait rien à faire, on attendait des briefings qui n'étaient pas prêts, etc. Non, c'est très... Alors effectivement, il y a des gros moments de chauffe, mais il y a aussi des périodes de récupération. Allez, encore un dessin, puis après, il va falloir que j'arrête un peu quand même pour vous poser d'autres questions. Alors là, on est dans toujours une salle de réunion. Il se passe beaucoup de choses dans vos salles de réunion quand même. Hein. Vous êtes très inspiré par l'enfermement de la salle de réunion. Oui, parce que c'est des endroits où il y a des personnes qui parlent. Alors moi, j'ai besoin de personnes qui parlent, parce que si j'ai une légende,
il y a forcément quelqu'un qui s'exprime. Donc, quels sont les endroits où les gens se réunissent? Bon, bah, alors, effectivement, il y a la machine à café, il y a 2-3 choses comme ça. Mais je trouve qu'en salle de réunion, ça prend tout de suite un côté plus solennel qui peut me servir au niveau... Il y a un côté huis clos, finalement. Huis clos et puis Ouais. solennel aussi, parce que les choses qu'on dit en réunion, c'est des choses qui sont... voilà. Alors, des choses très importantes, par exemple, le patron qui va dire « Les marchés sont persuadés que nous préparons un plan social de 15 000 personnes et nous ne pouvons absolument pas nous permettre de les décevoir. Or, nous ne sommes que 14 000, il va donc falloir embaucher. » Là, c'est vraiment, oui, c'est cynique aussi. Une fois de plus, c'est ce monde de J'essaie de l'entreprise transformer une merveilleux. réalité en truc absurde. Parce qu'en fait, on voit que les marchés, maintenant... conduisent presque des politiques, conduisent les politiques, mais conduisent aussi les politiques des grands patrons, enfin des grandes entreprises. Donc en fait, l'objectif maintenant, c'est que les marchés soient contents, que les marchés soient rassurés, etc. Enfin, j'apprends rien à personne. Hein. Donc moi, j'ai essayé de faire un dessin absurde là-dessus, avec des gens qui sont obligés d'embaucher pour pouvoir les virer, pour faire plaisir au marché. Bon. Voilà. Alors, on se doute bien qu'il y a un côté très observateur chez les dessinateurs de presse. Ce qui est très drôle, c'est que quand vous êtes arrivé dans les locaux de KTO, vous, tout à l'heure, vous aviez un appareil photo numérique, tiens, vous l'avez rangé. Et vous avez commencé à tout photographier, la régie, la loge, je ne sais pas, la salle de réunion, les studios, notre décor. Enfin, vous procédez toujours comme ça? Non. Non, c'est juste KTO. Non, Ça vous intéresse? non, parce que je fais un rattrapage, parce que je suis déjà passé dans des studios de télé, et j'étais tellement impressionné que je n'ai pas du tout pensé à prendre en photo, en fait, les choses qui pourraient me servir éventuellement pour un dessin ultérieur. Et donc après, je m'en suis mordu les doigts, parce que j'ai eu des studios... j'avais une idée qui devait visiblement se passer dans un studio de télé, et je ne savais pas à quoi ressemblaient les caméras. Alors comme je sais pas, alors je vais un peu sur Internet piocher de la doc, mais enfin bon, il y a quand même des trucs qui sont difficiles. Et j'ai pas de mémoire visuelle. Moi, je suis pas Cabu, par exemple. Un Cabu, il rentre dans une pièce, j'imagine, et il se souvient de tout. C'est-à-dire qu'il est capable de tout redessiner. C'est-à-dire son cerveau a tout enregistré et il ressort. Et moi, j'enregistre des choses confuses, des ambiances, des choses comme ça. Mais si je veux redessiner un objet que j'ai vu, j'arrive pas à m'en souvenir. Donc ça me prend 3 heures, en fait. Je vais finir par y arriver. Hein. Donc je vais le faire rond, ça pas rond, je vais le faire rectangulaire, c'est presque ça, mais pas tout à fait. Et je vais arriver finalement à retrouver le truc, mais ça va me demander un effort de mémoire et de déduction extrêmement long. Alors c'est quand même plus facile de faire une petite photo, et puis de la mettre dans un coin, puis le jour où on en a besoin, hop, hop. Ah là, la prochaine fois que vous verrez un dessin de Vouch avec un studio télé, vous saurez que c'est celui de KTO, où la régie, ce sera celle de KTO. Mais j'aurais changé les couleurs et tout ça, ça sera le mien. Je ne veux pas payer de royalties non plus. Vous ferez un album, ce sera Le Monde Merveilleux de la télévision. Et ça pourrait je la connais pas, alors je ne ferai pas ça parce que je ne connais pas assez la télévision. Ceci dit, ça serait un thème qui me plairait. Ah, ouais, ça pourrait être quelque chose. J'ai pas assez de doc. Vous étiez quel genre de petit garçon? Alors le prénom c'est Olivier, on va quand même le donner. Oui. Olivier. Oui. Mais pourquoi, c'est quoi là? Parce qu'on s'intéresse à l'enfance. Je sais pas, il y a un piège là. Ah non, mais il n'y a aucun piège, c'était une émission bienveillante. Oui. Quel genre de petit garçon? Un petit garçon, je sais pas, normal, j'imagine. Normal, oui. D'accord. C'est ce qu'on veut être quand on est petit garçon. Hein. On veut être normal surtout. On ne veut pas différent des autres. Vous avez grandi dans la région parisienne, je crois? Non. Ah non, vous avez grandi du côté dans l'est de la France, pardon. Oui, absolument. Et vous êtes né à Courbevoie, c'est pour ça que ça m'a un peu induit. Oui, j'ai fait des allers-retours comme ça. Voilà, d'accord. Donc vous êtes un gars de l'Est quand même? Non, je ne me suis jamais senti de l'Est. Non. Et pas plus que je me sens parisien. Je me sens, justement, je me sens rien du tout. Je me sens pas parisien. D'accord. Là, je me demandais d'où venaient vos fameuses chemises à carreaux. Il faut savoir que Olivier Vouch est connu pour ça, ces chemises à carreaux qui défient toutes les lois. Je l'aurais pas mise et vous auriez été déçus. Ah, j'aurais été très déçue. Oui, j'ai su que vous aviez une collection impressionnante de chemises à carreaux qui a donné lieu à des débats passionnés auprès de vos amis. Et passionnants. Et passionnants sur, voilà, pour quelqu'un du visuel. Donc la chemise à carreaux était quelque chose d'extrêmement important. Vous voulez que je vous explique la chemise à carreaux? Oh bah écoutez, allons-y. Donc un jour, on m'a offert une chemise à carreaux avec 2 poches comme ça. Et je me suis rendu compte que d'abord, c'était bien chaud. Et puis qu'on pouvait mettre tout son petit barda dans ses poches, etc. C'était vachement pratique. Alors sa carte bleue, le téléphone, les choses qu'on ne veut pas égarer. Moi, j'ai jamais perdu mon téléphone parce qu'il est toujours dans mes petites poches. Enfin, là, pas là, mais... Et alors, en plus, c'est pratique parce que le matin, on se lève. On prend son linge de corps, ses chaussettes. Après, il n'y a plus que le choix du pantalon. Puisque de toute façon, on va tout savoir. Donc c'est vachement... Donc la chemise à carreaux. Donc on gagne du temps. En fait, on gagne énormément de temps. Voilà, il faudrait démocratiser la chemise à carreaux. Mais ça revient à la mode. Ah bah très bien. Mais de toute façon, il faut toujours attendre la mode. Hein. Voilà, il suffisait d'attendre. Il suffit d'attendre. Et ça revient à la mode. Bon, peut-être pas exactement dans cette coupe-là, mais enfin,
je vais me retrouver tendance ou néo-tendance, on va dire. D'accord. Alors après avoir parlé de la chemise à carreaux, on va parler un petit peu du boomerang. Tiens, voilà, des boomerangs. J'ai dit tout à l'heure, vous étiez champion de France plusieurs années Mais d'affilée. surtout, d'ailleurs. j'ai été champion du monde. Vous avez été mal Champion renseigné, du j'ai été monde, champion du monde. pardon, j'ai été mal briefée. Ah On peut montrer quand même ce que c'est Oui. qu'un boomerang. Alors, je Est-ce que vous vais les avez amener fabriqués, ceux-là? 4. Alors, pas tous, je vais vous expliquer. D'accord. Alors, ça, c'est un boomerang en plastique. D'accord. Ça marche très bien le plastique d'ailleurs, hein, pour le boomerang, ça casse pas. Voilà, donc ça, c'est un boomerang moulé. Avec Les décorations, c'est moi. des décorations, Voilà. c'est vous. Mais alors, j'ai cru comprendre que ça venait des aborigènes, le boomerang. Oui. Que c'était quoi, une arme pour... Alors, j'ai pas de boomerang aborigène parce que eux, c'était fait dans des morceaux de bois, donc c'était des Oui, choses bien beaucoup sûr. plus rustiques. Ils prennent des coudes de branches, ils prennent des coudes de racines en fait, et puis ils taillent ces coudes de racines. Et puis ils arrivent à les faire revenir, mais bon, c'est voilà. Là, on est sur des boomerangs de jeu, hein, donc des trucs, une évolution. Parce qu'il y a une fédération française de boomerang, figurez-vous, il y a des compétitions de boomerang, d'où le fait qu'il ait gagné. Il paraît que c'est également des compétitions de mauvaise foi, parce qu'on ne peut pas toujours... ah, moi j'ai appris que vous étiez champion de boomerang et de mauvaise foi aussi. Non, mais ça n'a pas de rapport. Les deux sont vrais, mais il n'y a pas de connexion. Alors, ça, c'est donc des boomerangs de jeu. Oui. Alors, je les montre, hein, Ah ouais. voilà. Mais Donc, c'est un bel c'est objet, des- c'est hein, des je peux objets, voir. c'est des objets tout petits, Tout léger, évidemment. légers. Et par rapport à un grand boomerang comme ça c'est aussi un boomerang. Un grand Oui. boomerang comme ça qui est en bois avec des plombs, hein, on voit les plombs ici. Ah, ils sont lestés Ils sont avec pl- des ils sont plombs, lestés, en fait. voilà. D'accord. Mais ça, quand on le reçoit dans la main, parce que ça revient en mouvement, hein, ça Oui. revient en tournant comme ça. Et donc, quand on le reçoit dans la main, ça peut faire assez mal. Ça Alors, peut- évidemment, plus les boomerangs sont petits et légers, plus c'est agréable, on va dire, inoffensif à rattraper. Et pourquoi on dit que c'est un jeu d'intellectuel? Parce qu'il faut calculer Qui a les dit ça trajectoires. Qui a Votre meilleur pote, là, qui fait du boomerang avec vous. Un Il jeu faut- d'intellectuel. En tout cas, il faut calculer, parce que on se dit comment ça peut revenir, un truc pareil. Ouais. Il faut calculer des trajectoires, il faut voir où il va aller, comment il va nous revenir. Ah oui, oui, de ce côté-là, oui. Oui. Bah, c'est un jeu de lancer, donc il y a une dextérité qui est nécessaire au niveau du lancer. Après, c'est un peu comme le golf, il faut bien calculer son geste. Et puis après, il faut essayer de comprendre comment ça va fonctionner avec le vent. Parce que ce sont des objets qui sont assez sensibles au vent. Et bon, on imagine bien, on ne se Donc- rend pas compte, mais c'est tout léger quand même. Hein. Oui, c'est léger. C'est vraiment tout léger. C'est léger. Et vous êtes venu comment au boomerang Comme ça. Je suis passé un jour au bois de Boulogne, j'ai vu des gars qui couraient, puis je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Je comprenais pas ce qu'ils faisaient parce qu'ils couraient, puis je voyais rien. Alors je me suis approché, et puis j'ai vu qu'ils lançaient en fait des petits machins. Donc je me suis approché encore un petit peu plus, et puis voilà, je suis tombé j'ai glissé dans la marmite en fait. Ce serait quoi les valeurs de ce sport? Les valeurs de ce sport, alors ça c'est une question difficile. Ah bah oui, évidemment. Non, mais comme c'est un microcosme, de toute façon, il y a des valeurs qui sont liées au fait que ça soit très peu pratiqué. Et donc les gens se connaissent. Alors moi, quand La convivialité alors. La convivialité, par exemple, bon, c'est vrai que quand il y a 200 lanceurs en France et qu'ils se retrouvent dans des tournois, il y a forcément quelque chose de très chaleureux parce qu'on n'est que 200, donc c'est pas du tout un sport de masse, donc on se connaît personnellement. Et pareil, quand on fait des compétitions à l'étranger, on était en tout à une époque, moi quand je faisais des compétitions à l'étranger, on devait être, même pas 1000, on devait être, je sais pas, 600 dans le monde entier. Donc quand j'allais en Australie, j'avais des copains, et on se connaissait tous personnellement, et on avait des rapports extrêmement sympa, d'autant plus que tous les gens qui faisaient ça étaient des marginaux, souvent des gens un peu curieux, un peu spéciaux, et donc très intéressants. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus c'est un sport assez démocratique puisque ça n'a pas coûté très cher. Ça coûte pas cher. Et on peut fabriquer son propre boomerang et on Surtout. rencontre tout un tas de gens. On va faire quelques kilomètres en TGV ou en avion pour rencontrer des gens qui viennent de tous les milieux finalement. On n'est pas dans la Ah oui, il y a voile de ou tout. le golf qui Non, non, ressemble oui, plus il y au a même pas genre de personnes. Exactement, ça c'est aussi voilà, très bien. C'est aussi un truc auquel j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est extrêmement disparate, et donc c'est pas segmentant en termes de tranches de population. C'est extrêmement disparate. Dans le boomerang, il y a deux grandes populations. Il y a le côté sport. Donc il y a même des profs de gym, en fait, des gens qui aiment l'exercice, bouger leur corps, être adroit, etc. Et puis il y avait, au tout début, quand j'en faisais en compétition, il y avait les ingénieurs, Ah qui oui. étaient des grosses têtes. Ah oui, mais c'était des très très grosses têtes. Qui eux C'est-à-dire- vont calculer le poids du boomerang, Voilà, la alors eux, ce qui les trajectoire, intéressait, l'angle, voilà. Eux, ce qui les intéressait, c'était de lancer. le portage. Mais c'était avec surtout le de vent. concevoir des boomerangs qui marchaient mieux que ceux des copains, Oui. de trouver des nouveaux trucs, etc. Et ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont trouvé, ils ont perfectionné, ils ont trouvé des choses, mais sur le plan physique. Or, il faut savoir qu'un boomerang, c'est de la physique des fluides. Et la physique des fluides, c'est quasiment, pour un néophyte, c'est quasiment incompréhensible. C'est incompréhensible. Oui, c'est pour ça qu'on n'ira pas plus loin Non. sur la physique. Vous savez Tant ce qui mieux. se passe là cette année à Bordeaux? Ah non, vous pouvez Qu'est-ce pas qui ne se pas passe savoir à ça. Bordeaux? Olivier Bouch Il y a à des cerfs-volants, Bordeaux des cette année. cerfs-volants. Mais non! Coupe d'Europe de boomerang.
À Bordeaux, ah oui, moi j'ai À un peu décroché des Bordeaux, actualités. bah alors. Oui, oui. Ah, bah ça, Mais c'est moi qui. Enfin, c'est moi. Je suis déçue, là. C'est hein. notre groupe. Non, mais c'est notre groupe qui a lancé, entre autres, le championnat d'Europe. On a participé au lancement du truc. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je fais plus de compétition, donc j'ai un peu décroché sur les dates. Vous m'auriez posé la question il y a seulement, je sais pas, 20 ans. J'étais Ah oui. incollable. Il y a 20 ans, J'étais incollable. mais j'étais pas née, mon bon monsieur. Ah, vous n'étiez pas né il y a 20 ans. Alors, vous savez qu'en faisant des recherches, on découvre des choses intéressantes. Le plus ancien boomerang, vous savez où est-ce qu'il a été retrouvé? En Pologne. En Pologne, oui. Oui. Ah, quand même, hein, je suis On pas pensait que nul. c'était. Ouais. Ah là, Et vous savez quel âge il a? c'est préhistorique, je sais pas quoi. 23 000 ans. Ouais. Des fouilles en Pologne, alors qu'on a tendance à évidemment stocker ça en Australie. Nous, eh ben, pas du tout. Ça existait Alors, en fait dans beaucoup de cultures. Alors, pour votre culture générale, on a même retrouvé des boomerangs qu'on a réussi à vraiment classer en boomerang, parce qu'on a fait des essais, on a fait des répliques, Ouais. dans les tombes de certains pharaons. Ah oui. Alors, on se demande à quoi Ouais. ça servait. En tout cas, il y en a certains d'entre eux, c'est sûr, ils étaient capables de revenir. Parce qu'on a fait des répliques, puis on les a lancés pour voir ce que ça faisait. Donc, le même poids, même profil, tout ça, enfin, très, très fidèle. Et donc, on se demande à quoi ça pouvait servir. Donc, on n'a pas encore cette réponse. Peut-être que les prêtres les lançaient pour impressionner les foules. Ah oui, c'est magique, ça revient. Ah oui, en Ah disant, peut-être. voilà, le dieu machin va faire Ouais, que ouais. clac, chac. Il lance le truc, il le rattrape. Alors là, les gens sont convaincus qu'en fait, effectivement, il a raison. D'accord. Ah, bah, Voilà. c'est intéressant. Je me Peut-être, demandais hein. si les longs nez venaient pas d'ici. Non, Vous voyez non, du ça tout. vient pas d'ici. Bon, bah, puisque le mot de Dieu a été prononcé, ça m'intéresserait moi de savoir un peu dans quel état d'esprit vous avez été élevé par rapport à une religion, quelle qu'elle soit, ou pas de religion du tout. Alors si, j'ai une religion d'appartenance, parce qu'en fait, j'ai été Je vous les baptisé. rends, hein. Oui, ah bah, je veux bien, merci. Je vais pas vous les piquer. Voilà. Oui, bah, j'ai été baptisé, puis j'ai fait mon petit parcours de petit garçon catholique. Mhm. Et puis, mais en fait, je suis allé jusqu'à la montre de plongée et la communion, parce que c'était associé, en fait. Ah, communion, montre de Ouais, à l'époque, plongée. c'était des montres de plongée. D'accord. Ouais, c'est pas Mhm, tout très jeune. bien. Mais communion égale montre de plongée. Donc pas de D'accord. communion égale pas de montre de plongée. Donc vous avez eu j'ai votre fait montre ma de plongée, communion, très bien. J'ai fait ma communion. Mais je dois dire qu'après, ça s'est quand même pas mal délité, en fait, au niveau de... Vous n'avez pas attendu qu'on vous offre l'appareil photo numérique pour votre confirmation ou... Ah, ça n'existait pas du tout. Bah, pas encore, bien Ah sûr. non, je sais que j'ai l'air très jeune. En fait, je suis assez âgé quand même. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une religion ou est-ce que Dieu, puisque c'est votre religion catholique, est-ce que Dieu a encore une place dans votre vie ou pas du tout? Enfin, comment on verra ça plus tard? Enfin, comment ça se passe? Non, ça va pas. Non, enfin, en tout cas, je le sens. Peut-être, mais je le sens pas. Peut-être que oui. En tout cas, je fais bien attention dans mes dessins. C'est vraiment un des thèmes Alors. que j'ai quasiment pas traité, parce que voilà, j'ai pas envie de heurter les gens. Je pense que c'est un domaine où il n'y a pas. Il y a pas grand-chose à dire, en fait. Il y en a qui prennent moins de gants que vous, quand même, hein, en termes d'illustrateurs. Il y en a qui prennent quoi? Moins de gants que vous par rapport aux religions. Oui, il y a des gens qui sont très incisifs. Moi, c'est pas mon boulot. J'ai pas envie de diviser sur ce sujet-là. Je préfère parler de choses qui font partie du tronc commun. Et j'ai bien assez de sujets de dessin en dehors de la religion. Oui. Voilà. Et moi, j'ai toujours refusé d'être militant, de toute façon. Donc, je n'ai jamais milité pour rien. Enfin, je veux dire, aucune cause politique ou religieuse. J'ai milité pour des tout petits trucs anecdotiques à mon niveau. Le boomerang, le machin, le truc, bon, d'accord. Mais donc voilà, j'ai pas de message à faire passer là-dessus. Enfin, le boomerang, y a pas de, c'est du militantisme, comment dire, soft, parce qu'il n'y Bah a pas si. de message à Mais faire si, passer. on s'est donné etc. vachement de mal pour D'accord. essayer. On a essayé de faire des. Je on a dis essayé- pas. On a essayé de se faire connaître. Mais c'est pas une idée politique, non, c'est non. pas une idée religieuse Non. ou philosophique. C'était de l'activisme, c'était pas Voilà. du militantisme. Voilà, de on est l'activisme. d'accord. Et vous n'avez jamais eu d'activité militante du tout, même au niveau politique, même au niveau ça. Non, je crois pas. D'accord. C'est pas ma. C'est pas Pour quelle mon idée truc. vous pourriez vous battre? C'est pas mon truc. Quand même, je pourrais me battre pour des valeurs, pour l'idée des idées assez françaises, en fait. Je sais pas, grosso modo, on pourrait dire la République, quoi. Les valeurs de la République. Si C'est je un peu devais un jour fourre-tout, ça, m'engager. C'est pas un peu fourre-tout, les valeurs de la République? Oui, c'est fourre-tout, mais enfin bon, c'est. Oui, c'est un ensemble de choses, mais ça me semble vachement important. Alors, j'en ai parlé à mes enfants, j'ai embêté mes enfants avec ça, je leur ai fait des petits cours d'éducation civique personnalisés. Voilà, mais je ne suis pas décidé à m'engager, mais si je devais le faire, ça serait sans doute pour un truc dans ce genre-là. Qu'est-ce que vous leur avez transmis? Ces 3 enfants, si je ne m'abuse, hein, une fille aînée et 2 garçons. Qu'est-ce que vous leur, qui sont un peu grands aujourd'hui, enfin des grands ados, qu'est-ce que vous leur avez transmis à ces enfants-là, justement en termes de valeurs, par rapport à ce que vous aviez compris, en tout cas jusqu'ici, de la vie? Enfin, vous avez essayé de leur dire quoi à ces enfants-là? Ah, plein de choses, mais je ne vais pas vous le dire. D'accord. Plein Non, de choses. une ou deux grandes idées, quoi, qui vous paraissent essentielles pour qu'ils se tiennent debout.
Ça leur donne une colonne vertébrale. Je leur ai dit plein de choses. Et puis de toute façon, ce qu'on dit aux enfants, on croit qu'on dit des choses, mais en fait, on leur raconte bien plus de choses Par l'exemple, bien sûr. l'exemple. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce qu'on dit, c'est pour se faire plaisir. Mais en fait, les trois quarts du temps, ils l'avaient déjà compris. Enfin, et voilà. Donc, je leur ai dit plein de choses. Mais j'ai insisté en particulier sur ce côté républicain. On a quand même la chance, on a quand même une vraie chance d'être né en France, quoi, quand même, je trouve. Même si la France, c'est pas l'idéal, même si, bon, plein de choses. Mais on a une vraie chance d'avoir cette histoire. D'avoir cette histoire et cette place dans le monde, enfin, politiquement. On représente quand même quelque chose pour les gens, quoi. Et donc, voilà, j'ai essayé de leur donner cette idée-là en particulier. C'est-à-dire que, voilà, en France, on fait les choses d'une certaine façon. Et on a presque une responsabilité politique par rapport au reste du monde. Et paradoxalement, la politique n'est absolument pas présente, enfin, de ce que j'ai vu. C'est l'autre sujet que j'évite. Dans la religion, la politique, raisons. tout ce qui est polémique, finalement. Oui. Et aussi, la politique, c'est pas... j'ai pas de goût pour ça, enfin en tout cas pas pour en faire des dessins. Et puis aussi, j'ai pas envie de venir manger de venir sur le territoire des dessinateurs de presse, dont c'est le quotidien. Malheureusement, le cheval de bataille obligatoire. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pas la peine de faire double emploi. Je préfère parler de choses dont ils parlent pas. Alors, Olivier Wood, je vous disais que vous aviez très peu dessiné sur la religion, mais dans très peu, il y a quand même dessiné. Et je voudrais qu'on fasse appel à 2 dessins. Alors, il y en a une, ça se passe toujours, c'est toujours dans l'album, Le monde merveilleux de l'entreprise. Et on a, pareil, un patron qui est au téléphone, à son bureau, et puis une secrétaire qui lui montre un agenda. Et lui, au téléphone, qui en regardant cet agenda, dit « Prévenez tout le monde que j'annule la réunion du 25 décembre à 7h15. On vient de m'informer de l'existence d'une fête religieuse à cette date. » Moi, ça me fait énormément rire. Parce que vous avez vu ça en vrai ou c'est vous qui extrapolez un petit peu? Parce que il y a un petit peu de la projection dans les dessins que vous faites. On n'est pas loin de la réalité ou de ce qu'elle pourrait être quand même. Oui, ben c'est ça, hein, le dessin d'humour. C'est une sorte d'exagération qui va à un moment donné mettre en valeur quelque chose. Ouais. Et ça, donc là, sur les dates, sur les jours fériés, j'apprends rien à personne non plus. Enfin, je veux dire, il y a des jours fériés, on les prend comme tels, on oublie souvent l'origine du jour férié. Moi-même, j'éprouve des toutes petites ondes de culpabilité parce que je ne vais pas du tout remercier les gens ou les institutions qui sont à l'origine de ce jour férié. C'est souvent d'ailleurs des fêtes. C'est toutes petites zones de culpabilité. C'est souvent des fêtes religieuses aussi. Hein. C'est ça, c'est ce que je veux dire. D'ailleurs. Et puis alors, il y a un autre dessin, attendez, j'en passe quelques-uns. Où est-ce qu'il est celui-là? Il y avait un autre dessin avec des moines. Je crois j'espère qu'on l'a pris en image, où on a 2 moines dans un superbe un couvent. Enfin, c'est je perds le mot, le déambulatoire là. C'est celui-là de dessin. Oui, comment ça s'appelle? Ton gris, le mot m'échappe aussi, c'est malheureux que ça... On a un trou collectif. Ça m'arrive à moi. Donc on a 2 moines qui sont en train de discuter, on les voit avec leur bure et leur capuchon. Il y en a un qui doit tenir sans doute une Bible à la main. Et l'un dit à l'autre, c'est décidé, je plaque tout et je retourne chez JP Morgan Asset Management. Alors j'aimerais que vous nous l'expliquiez celui-là. Quelle est la jeunesse de ce dessin-là? C'est juste une inversion de situation. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais entendu parler de gens qui quittaient en fait, des domaines très variés, la finance, l'industrie, etc., pour consacrer leur vie dans un endroit retiré à la prière, etc., donc une vie monastique. Et j'ai juste imaginé l'étape d'après, c'est-à-dire un moine qui se redéfroque une deuxième fois et qui retourne sur le... Ouais. C'est quelque chose que vous regardez comment avec fascination. Il y a eu ce film « Des hommes et des dieux » qui a fait toucher du doigt. Je ne l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Non. Qui fait toucher du doigt ce que peut être la vie monastique. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez comment avec plutôt dubitatif, plutôt avec fascination, avec désintérêt total ou Non, ces moines sont des braves gens. Ils ont créé plein de bons produits, des fromages, des bières. D'accord. Ah oui, c'est quand même toujours avec un humour très décalé. Non, c'est des braves gens. D'accord, c'est des braves gens. Bien, bien, bien. Je ne résiste pas au plaisir de... Le pire n'est même pas certain, c'est un album qui commence déjà à dater. C'est du Claudel, ça. Le pire n'est pas sûr. Ah, vous ne le saviez même pas. Peut-être que j'ai fait une... Ah, ben, c'est pas du Claudel exactement. Non, mais c'est pas grave, mais l'idée... L'idée, oui. Le pire n'est pas toujours sûr. Alors, ce bouquin est sorti en 99 et je cherchais ça. Alors, en 99, on ne s'en souvient plus, mais il y avait les années 2000. Oui. C'était un truc qui terrorisait tout le monde. Il y avait le bug, il y avait qu'est-ce qui va se passer. On changeait de millénaire quand même. Donc, on est quand même... voilà. Donc, je cherchais un titre qui soit en rapport avec ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis tombé sur cet aphorisme qui est peut-être un petit peu adapté, mais pas volontairement. Oui, non, mais c'est pas grave. En tout cas, qui nous parle d'avenir. L'avenir n'est pas toujours effectivement certain, notamment pour cette vieille dame qui est couchée dans son lit d'hôpital, qui pourrait avoir une chance de s'en tirer, hein, puisque le médecin lui dit j'aurais pu éventuellement vous proposer une opération de la dernière chance le 24, mais ah non,
Ah non, malheureusement, le 24, je suis à Courchevel. Mm, mm. Tant pis pour la dame. C'est méchant, c'est bien vu, on se prend à rigoler. Des fois, vous savez, vous nous J'espère faites... que c'est de la fiction quand même. J'espère que c'est de la fiction ce dessin. Nous n'irons pas plus loin sur Voilà. ce domaine. Vous nous faites culpabiliser des fois de rigoler de choses. Mais non, mais le rire est salutaire de toute façon. Bien sûr. Sans On doute. ne doit jamais regretter d'avoir ri. Au contraire, on doit regretter de ne pas assez avoir ri, en fait. Alors comme malheureusement ce SDF dans la rue avec son chien et à qui un monsieur a donné une pièce, il dit « Et pour mon chien, rien du tout, parce que je vous signale que c'est des comptes séparés. » On se prend à rire alors qu'on rigole beaucoup moins quand on voit un SDF dans la rue. Vous nous faites poser un regard Certes. très, très différent finalement sur le monde actuel. Mais c'est vraiment le regard que vous posez. Oui, alors il faut quand même savoir que c'est pas moi, hein, parce que moi j'ai pas inventé le dessin d'humour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi je suis juste, j'ai repris d'ailleurs tous les codes. Un jour j'ai eu une dame dans une signature en librairie qui m'a dit oh, qu'est-ce que j'aime ce que vous faites, etc. Alors je dis merci agréable, madame, quand même. merci madame. Oui, oui. Mais elle me dit après. Et puis cette idée que vous avez eue de mettre des textes en dessous de vos dessins. Mais c'est une idée extraordinaire, mais c'est génial. Elle se moquait pas un peu là, Non, Olivier pas du Vouch? tout, pas du tout. Non, 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 j'étais là en direct, elle ne se moquait pas. D'accord. Et je lui dis, mais vous savez, madame, ça existait déjà avant. Ah bon? Donc voilà, donc j'ai pas inventé le genre, ni j'ai pas inventé non plus les qualités du dessin d'humour qui est la pour prise moi, de distance déjà. oui, qui est une façon de nous raconter ce qu'on vit, ce qu'on est en train de vivre, et tout en nous amusant. C'est-à-dire que c'est une sorte de truc qui éclaire comme ça, mais quand c'est réussi en nous amusant et en éclairant vraiment de façon très pointue les choses qui nous attendent. Donc moi je trouve que le dessin d'humour, il a vraiment... je devrais être pensionné, je devrais par exemple être pensionné par l'État en tant que bienfaiteur, Ou être bienfaiteur remboursé local, par la bienfaiteur sécurité national. sociale. Mais complètement. Mais bien Bon, sûr. c'est pas le cas, alors on est obligé de gagner sa vie autrement. Mais il y a une vraie fonction et j'ai pas inventé tout ça. Alors après, une fois qu'on essaie de faire ce métier, il faut essayer de faire des choses qui fonctionnent. Alors, ça fonctionne, là, c'est au petit bonheur la chance. Il y a des dessins qui font tilt, d'autres qui font prout, qui font plof, qui font toutes sortes de bruits, mais pas tilt. Bon. Donc on en fait quelques-uns, de temps en temps, mais c'est toujours accidentel. On met le pied sur une pépite et puis on s'aperçoit après coup que voilà, ça marche Que c'est bien. une pépite. Ouais. Alors je vous ai demandé d'apporter un petit bout de lecture. Ah, oui. Alors malheureusement, on ne va pas avoir le temps de faire vraiment la lecture parce qu'on court après le temps. Je me rends C'est compte fini, de là. l'or et C'est il nous reste fini. 4 minutes et demie. Mais je voudrais que vous nous parliez de ce livre que vous nous avez bavard. apporté. C'est drôle parce qu'en plus les pages sont roses. J'avais jamais vu ça. Non, mais ça, c'est de Mais l'anecdote. je suppose que hein. l'intérêt du livre réside ailleurs. Oui, complètement. Alors je devais lire 25 pages de ce livre, donc ça ne va pas être possible parce qu'on n'a plus que 4 minutes. Vous pouvez nous dire Non, le titre non, et ce qui est l'auteur. important, c'est l'auteur. C'est un monsieur qui s'appelle Jörn Riel. Alors Jörn, en plus, c'est un O avec un petit tiret, donc je ne sais pas comment on dit. Il est Jörn, suédois ou Jörn. norvégien, cet homme-là, non Quelque chose Il est comme danois. ça. Il est danois. Il est danois parce que il raconte des histoires de trappeurs très très récentes en fait, puisque ça se passait dans les années 50. Et si j'ai bien compris d'après les textes que l'éditeur, les petits résumés de sa bio, en fait il a été lui-même trappeur dans les années 50. C'est un monsieur qui est un petit peu âgé. Et donc dans les années 50, il y avait encore un système qui est celui des trappeurs, mais les trappeurs du 19e siècle. C'est-à-dire, il y avait des Danois qui étaient engagés par une compagnie qui les envoyait dans le nord-est du Groenland, enfin au Groenland, on va dire, qui, comme chacun sait, appartient au Danemark. Et on les envoyait contre un salaire, en fait, faire un travail de trappeur, c'est-à-dire piéger des renards, des loups, des ours, je ne sais pas quelle bestiole encore, des phoques et tout ça. Et, ah non, les phoques, c'était pour manger, ils ne prenaient pas la peau. Et voilà, de récupérer les peaux. D'accord. Et ils étaient salariés en fait d'une compagnie. Et ils étaient disséminés. Apparemment, ils avaient des toutes petites cabanes aménagées pour survivre quand même au Groenland. Mais ils étaient séparés de 50 ou 100 kilomètres. Et donc voilà une bande de célibataires, par équipe de 2. Donc ça faisait des couples improbables, comme ça. Et alors ils étaient à 2 pour pas tomber dans la neurasthénie, Bien probablement, etc. Pour pouvoir Et il raconte parler. tout ça en fait. Et il raconte les histoires. Bon, évidemment, c'est très romancé. Oui. C'est vraiment super. C'est quoi rigolo. le titre du livre quand même qu'on sache? Alors, ça s'appelle Les Racontards. C'est toute une collection qui s'appelle Les Racontards Arctiques. D'accord. Alors, les Racontards Arctiques, alors il y en a 5 ou 6 livres, en fait, qui sont à chaque fois des toutes petites nouvelles. En fait, chaque livre est composé d'une 5 ou 6 nouvelles. Et que vous nous conseillez donc ardemment parce que vous, ça vous a plu terriblement. Incroyable. Ah oui, à ce point-là. Non, oui, parce que c'est métaphysique, en fait. Ils sont isolés dans un univers qui est quand même extrêmement hostile pour l'homme. Bah, évidemment. Donc ils savent comment s'y prendre, mais malgré tout quand même. Et puis il y a la beauté des lumières et des paysages arctiques. Et très très vite, ça bascule dans le métaphysique. Alors ça, j'adore ça.
Eux, c'est des gros bonshommes très simples, alors ils passent leur temps... Quand Avec ils des se retrouvent chemises à boire- carreaux de bûcherons. Et bien sûr, Bien sûr. évidemment, on peut le supposer. Ouais. Et c'est, alors évidemment, on comprend les aurores boréales, les lumières, ça parle à Ouais. l'artiste que vous êtes. Et le froid, ça vous parle aussi? Ah ben, le froid, j'adore, moi. Ah d'accord. Enfin, j'adore... Non, j'adore Il pas nous avoir explique qu'il froid. met des chemises à carreaux pour avoir bien chaud, mais il adore le froid. Non, mais j'adore D'accord. pas le froid, mais je trouve les paysages de froid, voilà, je suis très sensible à ça, les grands espaces froids. Je suis plus sensible à ça qu'à un désert, par exemple. Il y a des D'accord, gens, oui. ils vont rêver devant un désert. Tout à fait. Moi, le désert, ça m'impressionne, mais ça me fait pas rêver. Moi, c'est plutôt la banquise, ou des lacs gelés, des choses comme ça me fait complètement rêver. Voilà, et jouer au boomerang ou lancer son On peut le boomerang faire. sur une On banquise, peut le ça faire. doit être quelque chose d'assez. On peut le faire. Je l'ai fait déjà. Vous l'avez déjà fait? Oui, Ah, oui, ben je voilà. l'ai fait. Sur des lacs gelés, des choses comme ça. Ah ben Il voilà. faut se méfier parce qu'il y a des plastiques qui cassent à D'accord. partir de 0 degré. Ah ben voilà, Alors, on nous, peut avoir des mauvaises surprises. nous savons tout maintenant sur l'art du boomerang, sur les chemises à Ah carreaux. oui, c'est une émission très pratique. On en sait un petit peu plus Ouais. quand même sur vos dessins. Ouais. Vous, sur votre vie, je ne suis pas bien sûre qu'on est. Parce que Il je crois fallait que vous une passez émission de, je sais pas, 15-16 heures. 15-16 heures. Ouais. Nous allons prendre Bah, c'est rendez-vous. carrément insuffisant. Un Une vie aussi documentaire. remplie que la mienne en 50 minutes, Je comprends ça bien. ne pouvait pas tenir. ça C'est pouvait pas terrible. marcher. Bon, en tout cas, je conseille quand même à nos téléspectateurs. Là, c'est 3 des albums. Attention, à toute la production Oui, il y en a 8 en tout. n'est pas là. C'est 3 des albums de Vouch que vous avez pu voir passer dans l'émission. Il y a également votre site internet qui est quand même très rigolo et que vous avez fait vous, je crois. Hein. Oui, oui. Qui est plus très ou moins. fidèle, parce que Mais je j'allais vais en dire. refaire un parce qu'il est trop vieux celui-là. Il est trop vieux, d'accord. Eh ben, Oui. vous allez voir sur le site internet, vous tapez Vouch dans le moteur de recherche, ça marche tout seul. Oui. Et on vous souhaite quoi pour l'avenir? Parce qu'on a l'impression que tout roule pour vous, ou tout glisse, ou tout, je ne sais pas comment dire. Ah avec oui, le mais tout boomerang. ça, c'est très très fragile. Tout plane. Vous me souhaitez que ça continue alors à ce moment-là. Que ça Que ça continue. continue à glisser, c'est déjà bien. C'est D'accord. déjà pas mal. Et que le boomerang revienne. Ah ben, je continue à faire du boomerang. J'ai laissé tomber la compète parce que j'ai eu les plus grands titres. J'ai eu les, Bah oui, j'ai au bout tout d'un moment, il gagné, faut laisser la donc, place aux voilà. jeunes. Voilà. Bien sûr. Exactement. Mais je continue à lancer parce que c'est véritablement un plaisir. Ouais, En et fait, c'est- c'était le truc pour lequel j'étais le plus doué dans toute ma vie. Et j'étais obligé de faire du dessin, c'était alimentaire. Il fallait bien que je vive. Si un jour vous avez dit que dans VIP on fera une émission sur le boomerang, vous ne l'auriez jamais cru, moi non plus, voilà, c'est fait. Merci Olivier Vouch, on vous souhaite une bonne continuation, bien évidemment, dans votre vie de dessinateur et dans votre vie personnelle aussi. Merci, Merci, Emmanuel. au revoir.